Shiki pourrait sembler être un lycéen ordinaire et sans vie, mais le jour fatidique où le seul membre de sa famille est débranché sous ses yeux, un pouvoir mystérieux s'éveille en lui, le transformant en un démon incontrôlable. Il s'avère qu'il n'est pas le seul et que beaucoup d'autres possèdent ce même pouvoir. Avec leur aide, il intègre une école pour démons, désespéré d'apprendre à maîtriser son pouvoir afin de pouvoir se venger de ses ennemis. L'histoire commence avec un homme désespéré nommé Samidar, debout sous une pluie qui ressemble à du sang. Il supplie son senpai de tuer aussi l'enfant, le prévenant qu'il le regrettera plus tard s'il ne le fait pas. Mais son senpai ne croit pas avoir commis d'erreur en épargnant l'enfant innocent, alors il s'éloigne de la scène. L'enfant appartient à une tribu de démons qui existait il y a très longtemps. Ces démons terrorisaient autrefois l'humanité, rendant des millions de personnes impuissantes, mais un homme à la volonté de faire osa se rebeller. Il s'appelait Momotaro, un épéiste légendaire qui massacra à lui seul des centaines d'Oni, déclenchant une guerre sans fin entre lui et toute la tribu des Oni, la même guerre qui a provoqué cet incident. 15 ans passent après cet événement. La scène se déplace au 2e étage d'une boutique de spiritueux appartenant à la famille Ikinose. Cet étage sert de chambre à un lycéen nommé Shiki Ikinose, qui possède aussi une collection d'armes à feu étrangement importante. Il est au téléphone avec un ami, lui annonçant fièrement qu'il vient d'être renvoyé pour s'être battu. Son ami, se sentant coupable, s'en veut car la bagarre a eu lieu parce que Shiki est intervenu pour le défendre. Mais Shiki lui dit de ne pas s'en faire, que ce n'est la faute de personne, puis il raccroche. Le père de Shiki, Kiyoshi, débarque furieux après avoir appris la nouvelle et assène une claque bien sentie à son fils inutile. Shiki s'en fiche complètement et dit à son père de ne pas se donner tant de mal pour un truc aussi insignifiant. Mais pour Kiyoshi, ce n'est pas du tout insignifiant. Il essaie de donner une leçon à Shiki, mais comment faire quand le gamin a les réflexes de 1000 singes ? Kiyoshi se calme et demande pourquoi Shiki a transformé sa chambre en armurerie de GTA. Shiki lui dit de la fermer en 10 de réponse, puis change de sujet en demandant si c'est vrai que la boutique d'alcool va fermer, car il a entendu dire que les clients de Kiyoshi disparaissent jour après jour. Le silence gêné de Kiyoshi confirme la nouvelle, et pour sauver la face, il se moque de Shiki, le traitant de voyou renvoyé qui ne vaut pas mieux que lui. Cette fois, Shiki est blessé, alors il devient sérieux et dit à son père que quoi qu'il arrive, il réussira un jour et ne finira jamais comme un raté total comme lui. Il ne s'arrête pas là et enfonce encore plus le couteau dans la plaie, en disant que la seule chose qui lui apporte la paix, c'est de savoir qu'ils ne sont pas liés par le sang. Ça fait vraiment mal, alors Kiyoshi quitte la pièce et retourne au magasin en bas. Là, le téléphone sonne, et un client demande qu'on lui livre de la bière chez lui. Alors Kiyoshi sort, mais pas avant de s'arrêter un instant pour regarder une photo d'enfance de Shiki, montrant qu'il l'aime vraiment. Pendant ce temps, Shiki est toujours en colère et marmonne que sa vie aurait été bien meilleure si un type riche l'avait adopté à la place de ce vieux déchu. Pour évacuer sa frustration, il attrape l'une de ses armes et la pointe vers la cible accrochée au mur. Mais alors qu'il s'apprête à appuyer sur la gâchette, une violente explosion secoue le bâtiment. Il regarde par la fenêtre pour voir ce qui s'est passé, quand soudain, une force obscure lui attrape les jambes et le traîne jusque dans la rue. L'homme derrière cette attaque se révèle être Samidar, le même homme que nous avons vu au début de l'histoire, qui possède une sorte de pouvoir obscur. Il s'approche de Shiki et lui demande son nom pour confirmer son identité. Mais avant que Shiki ne puisse répondre, Kiyoshi percute Samidar avec sa voiture et crie à Shiki de monter. Il s'enfuit à toute vitesse, et en chemin, Kiyoshi dit que leur seule chance de survie est de quitter le pays immédiatement. Shiki n'a aucune idée de ce qui se passe. Il demande si Samidar est un usurier ou quelque chose comme ça. Et même si c'est le cas, le percuter avec la voiture, ça semble un peu exagéré. Il s'inquiète que son père se fasse arrêter pour tentative de meurtre, ou pire, pour meurtre tout court. Kiyoshi lui dit de se taire pour une fois, en précisant que Samidar n'est pas mort. Et Shiki demande comment il peut en être aussi sûr, bordel. Ils n'ont pas le temps, mais Kiyoshi sait que s'il n'explique pas ce qui se passe, son idiot de fils ne se taira jamais. Alors il commence à expliquer, lâchant l'air de rien ni une sacrée bombe. Shiki est un descendant de la tribu des démons Oni et Samidar est un descendant de Momotaro, ce qui fait 2 des rivaux nés. Shiki n'y croit pas, mais il n'y a pas le temps pour plus d'explications. Samidar les rattrape, transperce leur voiture avec son épée et l'engloutit dans une brume noire. Privé de visibilité,
ils n'ont pas d'autre choix que de quitter le véhicule et à peine l'ont-ils fait que la voiture explose. À ce moment-là, la brune noire attrape Shiki et le traîne jusqu'à un entrepôt tout proche. Là, Samidar se révèle à Shiki et lui dit de ne pas s'en faire, car il ne fait que son travail, exterminer les nuisibles nés des Oni comme lui. Kiyoshi arrive et explique à Shiki la situation dans laquelle il se trouve actuellement. Il rappelle à Shiki la légende de la guerre millénaire entre Momotaro et les Oni, une histoire que Shiki avait entendue de nombreuses fois de la bouche de son père pendant son enfance. Kiyoshi explique qu'après la mort de Momotaro, la guerre a continué, car ses descendants se sont unis pour former une organisation dont le seul but était d'exterminer tous les démons. Cette organisation est aujourd'hui connue sous le nom d'Agence Momotaro, et Samidar, en tant que descendant, en est membre. Kiyoshi lui-même en a autrefois fait partie, dégainant sa propre épée de brume noire pour se défendre contre Samidar. Selon Kiyoshi, tous les descendants de Momotaro sont bénis par une force inconnue qui leur permet d'invoquer cette brume noire, qu'ils utilisent pour tuer les Oni. Samidar appelle Kiyoshi « Senpai » sur un ton moqueur, ce qui blesse Kiyoshi, car Samidar l'a trahi. Mais techniquement, c'est Kiyoshi qui a trahi sa propre famille en adoptant un fichu enfant Oni. Pendant ce temps, Shiki a du mal à croire ce qui se passe sous ses yeux. Son père loser est un descendant de Momotaro qui, pour une raison inconnue, a pensé que c'était une super idée d'adopter son ennemi naturel. Samidar reproche exactement cela à Tsuyoshi, lui disant qu'il sera exterminé avec Shiki pour avoir trahi les siens, mais Tsuyoshi s'en fiche et fonce sur Samidar, engageant un combat dont l'issue déterminera qui a raison. Samidar, bien plus jeune, prend l'avantage, esquivant l'attaque de Tsuyoshi avec une rapidité fulgurante avant de lui asséner 2 coups directs. Alors que Tsuyoshi s'effondre au sol, saignant abondamment, Shiki hurle, suppliant Samidar d'arrêter. Samidar regarde Shiki et lui dit de se taire jusqu'à ce que ce soit son tour de mourir. Tsuyoshi, dans un dernier effort, attrape le pied de Samidar, ce qui agace encore plus Samidar, car il n'a jamais compris pourquoi cet homme a tant fait pour protéger un fichu Oni. Tsuyoshi, en réponse, déclare qu'un père n'a pas besoin de raison pour protéger son fils. Il supplie Samidar d'épargner la vie de Shiki, promettant que Shiki n'a jamais fait de mal à qui que ce soit et ne le fera jamais. Alors que les paroles de Tsuyoshi commencent à ébranler la détermination de Samidar, ce dernier dégaine son épée, bien décidé à faire taire son senpai pour de bon. Les yeux de Shiki s'ouvrent en grand. Il se demande pourquoi il est resté là, impuissant, alors que son père est en train de mourir. Il se met en colère. Sa colère devient incontrôlable, ses yeux commencent à rougir et à se fermer. Il sent qu'il doit agir, et il doit le faire tout de suite. Soudain, il commence à sentir son corps changer de façon étrange. Il devient incontrôlable, et son corps se met à saigner. Toute la corde noire qui le retient se couvre de sang et se brise. Samidar remarque que quelque chose bouge derrière lui, et au moment où il se retourne, il voit que Shiki s'est libéré. Il cherche le garçon du regard et le trouve sur le toit, couvert de sang. Shiki saute pour l'attaquer, mais il esquive. Il a l'habitude de combattre des Oni, donc voir Shiki ne le surprend pas. Il constate que Shiki s'est enfin éveillé en tant qu'Oni et que les Oni se battent en manipulant le sang. Cependant, ce n'est pas cela qui fait le plus peur chez les Oni, et ce n'est pas pour cette raison qu'il les tue. La raison pour laquelle il tue les Oni, c'est parce qu'ils ont des émotions incontrôlables et qu'ils représentent une perte pour l'humanité. Il se prépare à affronter Shiki, qui a perdu le contrôle de lui-même. Lorsqu'il tente une première attaque contre Shiki, ce dernier l'esquive. Le corps de Shiki manipule plusieurs armes et tire sur Samidar avec. Samidar esquive toutes les balles, mais le missile que Shiki lui lance est si puissant qu'il ne parvient même plus à se repérer. Il ne s'attendait pas à ce que Shiki soit aussi fort. Il continue de se battre sans même savoir ce qu'il fait. Il finit par attraper Samidar et le frappe. Il pose ses mains sur sa tête et l'attaque. Tout le bâtiment est détruit sous le poids de sa puissance. Après un combat presque terminé, il fait un pas en arrière. Étonnamment, Samidar ne meurt pas non plus. Sa tête porte simplement une marque noire. Il se relève avec un nouvel espoir de tuer Shiki et de débarrasser le monde des Oni. Alors qu'il s'avance vers Shiki, ce dernier recule et se met à hurler. Il reprend le contrôle de son corps et est choqué de réaliser que c'est lui qui fait tout ça. Il crie et se demande, confus.
Shiki regarde sa main et se demande s'il est vraiment celui-là. Ses mains sont plus grandes et il y a du sang partout sur lui. De nombreuses questions se bousculent dans sa tête, mais il n'a même pas de réponse à leur apporter. Samidar n'est pas surpris qu'il se sente ainsi. L'état de confusion et la perte de mémoire sont des choses très courantes chez les Oni lorsqu'ils se transforment. Il n'éprouve aucune pitié pour l'état de Shiki. Il veut juste l'éradiquer. Quel meilleur moment pour attaquer Shiki que maintenant, alors qu'il est en pleine confusion et désarroi. Alors Samidar dégaine à nouveau son épée et s'apprête à attaquer Shiki. Il poignarde quelqu'un et à ce moment-là, même Shiki pense qu'il est mort. Heureusement pour Shiki, Tsuyoshi a encore assez de force pour le défendre, alors il s'est précipité et a pris l'épée à la place de son cher fils. Samidar est furieux. Il demande à Tsuyoshi s'il ressent encore le besoin de défendre le garçon après avoir vu à quel point il était devenu dangereux en se réveillant. J'imagine que l'amour d'un père ne peut jamais être remplacé. La respiration tremblante, il se souvient de l'époque où Shiki était enfant et l'appelait « Papa ». Il entend à nouveau Shiki l'appeler « Papa » et il sourit pour lui-même. Samidar se demande jusqu'où il ira pour protéger le sang d'un Oni et s'interroge dans son cœur sur l'importance qu'il a. Tsuyoshi sourit intérieurement en concluant qu'au moins, c'est agréable pour lui d'être heureux un moment. L'effondrement du bâtiment suscite des spéculations et des discussions dans toute la ville. Tout le monde commence à se rassembler pour savoir ce qui se passe et il se demande s'il s'agit d'une explosion de gaz ou autre chose. Samidar ne veut pas attirer l'attention sur lui, alors il disparaît. Cela laisse à Tsuyoshi et Shiki suffisamment de temps pour leur retrouvaille finale. Shiki tient son père dans ses bras, espérant qu'il survivra, tandis que Tsuyoshi ne fait que s'excuser de ne pas avoir parlé à Shiki de sa naissance. Il admet qu'il aurait dû parler à Shiki de son sang, mais il ne savait pas comment annoncer à son fils qu'il serait poursuivi par Momotaro toute sa vie et qu'il devrait se battre. Cependant, il laisse à Shiki quelques conseils pour survivre. Il rappelle à Shiki qu'il sera seul à partir de ce jour et le supplie de devenir plus fort afin de pouvoir échapper à la fois aux Momotaro et aux Oni. Sur ces mots, il rend l'âme. Shiki n'arrive pas à croire que toute sa vie vient de s'effondrer devant lui. Il y a à peine quelques minutes, il taquinait encore son père et tout a soudainement basculé. Il hurle qu'il a encore plein de choses à faire avec Tsuyoshi. Il veut lui présenter ses excuses pour avoir dit qu'il n'était pas de son sang et il a beaucoup de choses à lui dire. Quand Tsuyoshi ne répond pas, ils font en larmes. Avant même qu'il puisse bien respirer. Un homme s'approche discrètement derrière lui et lui assène un coup sur la nuque. Il s'évanouit aussitôt, tandis que l'homme lui dit qu'il est idiot de s'être laissé surprendre ainsi. Pendant ce temps, au quartier général de Momotaro, les anciens discutent du fait que Samidar est parti se battre sans leur consentement ni avertissement préalable, et ils se demandent si les Momotaro ne sont pas devenus plus faibles. Ils insistent sur le fait qu'ils ne peuvent pas laisser les Oni rester au milieu des humains, et ils doivent s'assurer de les éradiquer tous sans permettre aux humains de se méfier d'eux. Attendez, qui sont ceux qui sont attachés ici? Eh bien, faites attention. Le garçon qui avait frappé Shiki plus tôt, Neto, appelle son directeur. Son directeur le félicite d'avoir accueilli l'un d'entre eux à l'école, et vous pouvez voir que son directeur est très enthousiaste à ce sujet. Même s'il prétend ne pas être excité, on dirait bien que si. Son directeur lui demande des autres qu'il a ramenés, et il parle de Shiki, affirmant qu'il ne sait pas si Shiki en vaudra la peine. Est-ce que Shiki en vaudra la peine, au final? Shiki reste inconscient et repense à tous les souvenirs d'enfance qu'il partage avec Tsuyoshi, à la façon dont ils jouaient ensemble dans le quartier et comment il suppliait Tsuyoshi de le porter sur le chemin du retour. Il se souvient que Tsuyoshi a été coupé du groupe et qu'il est probablement mort lui aussi, et cette prise de conscience le ramène brutalement à la réalité. Il est attaché à une chaise, la bouche bâillonnée également. Il regarde autour de lui pour évaluer la situation et voir s'il y a un moyen de s'échapper. À côté de lui se trouve le jeune homme étrange qu'il avait sauvé plus tôt, Neto, qui s'entraîne actuellement tout en comptant à voix haute. Quand Neto voit qu'il s'est réveillé, il explique qu'il n'a pas voulu le réveiller brutalement parce qu'il sait que le cerveau de Shiki ne pourrait pas encaisser ce qui se passe. Shiki veut juste qu'on le détache, donc il s'en fiche un peu. Neto vient se placer devant lui et se présente. Il lui dit qu'il est aussi un Oni comme lui et dévoile sa corne pour prouver son identité. Il dit à Shiki que le corps de son père a été bien conservé et qu'il n'a pas à s'inquiéter. Cependant, la raison pour laquelle Shiki est là, c'est pour une évaluation et une récupération. Neto fait glisser un tableau pour expliquer la situation.
Il existe l'agence Momotaro, une organisation qui trouve ses origines chez Momotaro, et leur principal objectif est d'éradiquer tous les Oni du monde. Ils émettent une brume noire, et l'un d'eux est l'homme que Shiki a affronté plus tôt. Pour lutter contre cette agence et résister à l'extermination des Oni, les Oni ont créé leur propre organisation, l'agence Oni, dont Neto fait partie. Son travail consiste à trouver les Oni réveillés et à déterminer lesquels sont assez forts pour rejoindre l'agence. Il dit à Shiki qu'il va lui délier la bouche afin qu'il puisse prouver qu'il mérite d'être intégré au groupe. Aussitôt qu'il retire les liens de la bouche de Shiki, ce dernier devient irrationnel et en colère. Il demande à Neto où se trouve son père, et Neto, jouant le rôle d'examinateur, lui retire un point de son score. Neto lui demande s'il est idiot et s'il ne se souvient pas qu'il a déjà dit que le corps de son père est en sécurité. Il lui rappelle que si son père était mort, il n'aurait pas dit qu'il est en sécurité. Shiki ne fait pas confiance à Neto. Il insiste pour que Neto le détache s'ils doivent avoir une conversation rationnelle, mais Neto lui retire encore un point. Shiki devient encore plus énervé, insiste sur le fait que Neto n'est pas digne de confiance et dit qu'il ne veut rejoindre aucune association. Neto se rend compte que Shiki est du genre têtu et prévoit de le traiter comme tel, mais Shiki prend un moment pour faire une pause. C'est lui qui est dans une situation désespérée. C'est lui qui doit rester calme. Il se calme et s'adresse à Neto d'une voix posée, lui demandant pourquoi il continue de le noter et le suppliant de le détacher. Il insiste sur le fait qu'il a un but. Il doit se venger de l'homme qui a attaqué son père, et il n'a pas de temps à perdre, alors Neto devrait le laisser partir. Neto essaie sans cesse de le calmer pour qu'il comprenne ce qui se passe, mais Shiki ne veut pas perdre de temps ni trop réfléchir. Puisqu'il n'est pas intéressé par la raison, Neto décide d'évaluer ses compétences d'une autre manière. L'objectif principal de Neto est de déterminer si Shiki est assez compétent, et s'il ne veut pas le montrer calmement, il va le provoquer. Il sort une cravate rouge et fait remarquer que Shiki a l'air d'être quelqu'un qui s'y connaît en cravate. Comme Shiki ne veut pas parler, il décide de l'étrangler jusqu'à ce qu'il frôle la mort, car quand quelqu'un atteint cette limite, même s'il ne voulait pas agir, il finira par le faire de toute façon. Il passe derrière Shiki et l'étrangle en disant que lorsqu'il sera sur le point de mourir, il montrera ses compétences. Comme prévu, Shiki commence à se débattre, pesant l'idée de la mort. Mourir ne signifierait qu'une chose, il perdrait la chance de venger son père et il refuse que cela arrive. Sa passion, sa peur et son anxiété convergent toutes vers une seule chose, le besoin de survivre. Alors que ses yeux deviennent rouges et que du sang commence à couler de son corps, il est évident qu'il est sur le point de reprendre sa forme d'Oni. Il cesse soudainement de se débattre et Neto pense qu'il est mort. Cependant, le sang sur le sol commence à se rassembler et Shiki devient incontrôlable. Il bondit vers Neto pour l'attaquer. Neto sait que Shiki ne peut pas contrôler ce qu'il ressent dans cet état et que, quoi qu'il fasse, il ne s'en souviendra même pas. Neto sort son parapluie ensanglanté et se prépare à l'attaque de Shiki. Si cette attaque avait été dirigée contre une personne normale, elle aurait été brutale. Mais comme c'est contre Neto, qui peut contrôler ses pouvoirs, il en profite pour donner à Shiki une leçon de vie à la place. Shiki se réveille plus tard et voit ses mains couvertes de sang. Il se rend compte que sa main n'est plus dans sa forme normale et il ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Neto explique que lorsqu'un Oni devient incontrôlable, il perd son esprit et son corps, ne laissant aucun souvenir derrière lui. Shiki remarque que Neto a aussi une arme ensanglantée et suppose que Neto a lui aussi perdu le contrôle, mais Neto précise qu'il ne fait que contrôler son sang. Il insiste sur le fait que Shiki n'arrive même pas à contrôler son esprit et son corps, et qu'il serait inutile à l'équipe même s'il l'acceptait. Par conséquent, il n'a aucun intérêt pour Shiki. Avant de partir, Shiki l'observe. Il sait que Neto est fort et qu'être avec lui pourrait lui donner une vraie chance de se venger. Il ravale sa fierté et s'incline devant Neto, lui demandant de l'emmener avec lui. Cependant, Neto refuse, disant qu'il ne prendra pas un Oni qui serait un fardeau pour le groupe. En fait, il ne veut pas d'un Oni incapable de contrôler ses pouvoirs qui se promènerait et mettrait les autres en danger, alors il va tuer Shiki. Il se poignarde lui-même pour faire couler son sang et se battre. Shiki ne veut pas mourir, donc sa seule option est de riposter. Il fonce sur Neto, et Neto, curieux de voir ce que Shiki est capable de faire, se prépare à se défendre. Il s'attend à ce que Shiki saute pour attaquer, mais ce que Shiki fait ensuite le sidère.
Il pensait que Shiki allait devenir incontrôlable comme d'habitude, mais quand Shiki saute sur son bouclier parapluie et l'atteint, il voit que Shiki a créé un pistolet avec son Oni et le tire sur Neto. Heureusement, Neto est assez fort pour se défendre contre le coup de feu et repousse Shiki. Quand Shiki tombe, il essaie de prouver à Neto qu'il a réussi à contrôler son pouvoir, mais Neto insiste sur le fait que ce n'était qu'un coup de chance et que ça ne compte pas. Comme Neto l'avait prédit, Shiki est presque sur le point de devenir incontrôlable, mais il essaie de résister. Alors que le sang continue d'affluer à sa tête, il serre les poings et lutte contre lui-même. Finalement, il parvient à s'empêcher d'entrer en mode berserk. Neto est sous le choc. Il n'a jamais vu quelqu'un contrôler de façon irrationnelle le sang d'Oni. Shiki n'a pas seulement contrôlé son sang d'Oni, il s'est aussi empêché de devenir fou, et Neto se demande comment cela a pu arriver. Quand il demande à Shiki, celui-ci insiste sur le fait qu'il ne lui révélera pas son secret d'étoile à moins que Neto ne fasse de lui son subordonné. Voyant qu'il doit impressionner Neto, il lui dit qu'il a vu la façon dont Neto avait pincé son doigt pour faire apparaître le parapluie ensanglanté. Tout ce qu'il a fait, c'est croire que puisqu'ils étaient tous les deux des Oni, il pouvait faire la même chose. En conséquence, il a fait appel à son cerveau pour lui fabriquer un pistolet, et son cerveau a effectivement réussi à en créer un. Neto ne le croit pas. Le sang d'Oni ne fonctionne pas comme ça. Pour Neto, le sang d'Oni et la rationalité sont toujours en conflit, c'est pourquoi les Oni irrationnels finissent par se révéler inutiles. Dans la tête de Neto, il y a un policier entre la rationalité et le fait de perdre le contrôle. Pour éviter de perdre le contrôle, il faut demander à l'officier d'enfermer le mode berserk et d'emprunter environ 30% de sa puissance. Cependant, ce n'est pas du tout ce qui se passe dans la tête de Shiki. La sienne est bien plus violente. Il se bat contre l'officier, et après avoir vaincu l'officier, il affronte le mode berserk pour lui emprunter sa puissance et s'assurer de ne pas perdre le contrôle. Il est peut-être irrationnel, mais il y a quelque chose de différent chez lui qui fait de lui le meilleur candidat pour ce pouvoir d'Aim. Pendant que Neto réfléchit à tout cela, Shiki continue de le supplier. Il le supplie, disant qu'il sait qu'il n'est pas utile, mais que si Neto l'accepte et qu'il devient assez fort pour venger son père, il pourra peut-être devenir utile à Neto après sa vengeance. Encore une fois, Neto refuse de le prendre sous son aile. Il s'avance vers lui avec une lance ensanglantée et lui dit qu'il doit le tuer. Il prend la lance et poignarde Shiki. Enfin, pas Shiki. Il ne fait que le blesser sur le côté. Il révèle qu'il ne prendra pas Shiki comme subordonné. À la place, il prendra Shiki comme élève. Il avoue que, dès le début, il savait déjà que Shiki avait réussi l'épreuve, mais il ne révélera pas à Shiki quelle était la question. En essayant de comprendre ce qu'est vraiment l'Oni, il révèle que Shiki se trouve actuellement sur la montagne et la rivière où était son principal. Cet endroit s'appelle le Seuil de l'Enfer, connu sous le nom d'Onigashima. À l'intérieur de cet endroit se trouve une école appelée l'Académie Rasetu. Ce n'est pas une école ordinaire. C'est un lieu où les jeunes Onis éveillés sont formés à se battre, à contrôler leur sang et à s'assurer qu'ils ne deviennent pas incontrôlables. Ils y apprennent aussi l'histoire entre les Oni et les Momotaro, ainsi que la manière de gérer toute cette situation. C'est une école pour les Oni, et c'est là que Shiki ira également. Shiki est en colère de devoir retourner à l'école, mais si cela signifie qu'il pourra obtenir sa vengeance parfaite, alors il ira. Il demande à Neto s'il pourra vraiment devenir plus fort, et lorsque Neto lui affirme que devenir plus fort est le moindre des avantages qu'il obtiendra là-bas, il décide de s'inscrire. Pour ne rien arranger, Neto l'informe qu'il sera son professeur principal. Les élèves de la classe sont tous jeunes, mais certains d'entre eux ont appris à contrôler plus facilement leur pouvoir. Il emmène Shiki se laver, et avant que Shiki ne ressorte, il remarque que les cornes sur sa tête sont toujours là. Il se plaint à Neto, qui est en train de faire de l'exercice, et Neto lui révèle que c'est le signe de l'éveil, mais quand il deviendra plus fort, il pourra aussi contrôler la visibilité de la corne. Shiki sort avec son uniforme. Il est enthousiaste à l'idée de cette nouvelle aventure, mais avant de commencer, il doit savoir ce qui a causé la mort de son père. Il demande à Neto, qui l'informe qu'il a gardé le corps de son père à la morgue car il ne connaît pas les plans d'enterrement de Shiki. Il conseille à Shiki qu'il n'a ni le temps ni l'occasion de faire son deuil, et qu'au lieu de pleurer, il devrait s'assurer de devenir plus fort et d'obtenir une vengeance parfaite. Neto commence à courir vers les salles de classe et ordonne à Shiki de le rattraper et d'arriver en classe avant lui s'il ne veut pas être expulsé. Shiki court et le rattrape. Devant la classe,
Shiki essaie de reprendre son souffle pour pouvoir entrer avec fierté, mais Neto n'a pas de temps à perdre avec ce genre de mise en scène, alors il donne un coup de pied à Shiki pour le faire entrer dans la salle. Shiki tombe et se met à saigner du nez. Il s'inquiète que ses camarades de classe le prennent pour un lâche, alors il s'approche d'un des élèves, Jin Kugasaki, se moque de Jin parce qu'il n'a pas de cornes et lui demande un mouchoir. Jin lui rappelle que ce sont les Oni qui ne contrôlent pas leur pouvoir qui laissent apparaître leurs cornes. Il fait apparaître ses cornes. Les autres élèves, Ikari, Kuna, Juji et Omar, qui ont tous leurs cornes visibles et sont encore faibles aussi, protestent en disant que Jin ne peut pas leur parler comme ça. Dès le premier jour de classe, une bagarre manque d'éclater. Neto pousse Shiki sur une chaise et leur ordonne à tous de se calmer. Shiki est choqué de la façon dont il s'est fait pousser, et Jin n'arrive pas non plus à imaginer comment Neto a pu se retrouver derrière eux. C'est leur cours d'introduction, et Neto leur annonce qu'ils vont jouer à un jeu de chat. Il les emmène dans une forêt qu'il appelle la forêt de Shinra. Il leur ordonne de courir jusqu'à l'académie et quiconque il attrape perd la partie, est expulsé et le jeu s'arrête. Pour leur faciliter la tâche, il leur dit qu'il n'utilisera pas son sang, mais qu'eux ont le droit d'utiliser le leur. Cependant, s'ils deviennent incontrôlables, il utilisera son sang. Quand Shiki est choqué par le jeu, Neto lui rappelle que ce n'est pas une école ordinaire. C'est une école où l'on forme ceux qui vont combattre l'agence Momotaro, donc ils doivent être au top de leur forme. Jin demande ce qui se passe s'il tue Neto, puisque Neto n'utilise pas son sang, et Neto lui répond que s'il est tué, la personne qui l'aura tué sera diplômée immédiatement et pourra obtenir n'importe quel poste qu'elle souhaite. Shiki pense à l'idée d'obtenir son diplôme. Cela signifie qu'il serait assez fort pour affronter les meurtriers de son père, mais peut-il déjà tuer son professeur? La réponse est non. Neto voit que les autres sont prêts pour le jeu, sauf Shiki, qui est perdu dans ses pensées. Il appelle Shiki, qui sourit, impatient de découvrir ce que sera son parcours. C'est la première épreuve pour Shiki et les autres élèves admis à l'Académie Rosetsu, et le nom officiel de l'épreuve est Onitag. Pour expliquer à nouveau les règles de l'Onitag, les participants doivent retourner à l'académie en moins d'une heure sans se faire attraper par le joueur qui tient le rôle du chat, en l'occurrence leur professeur principal, Neto. Neto mentionne une règle supplémentaire aux élèves. Ils doivent obligatoirement avoir l'un de ces deux orbes spéciaux pour atteindre l'objectif. Juste après avoir dit cela, Neto balance les deux balles au loin, rappelant une fois de plus aux élèves que même s'ils parviennent à revenir à l'académie, cela ne comptera pas s'ils n'ont pas l'une des balles avec eux. Juji demande à Neto comment ils sont censés tous réussir s'il n'y a que 2 balles disponibles par manche, et avant que Neto ne puisse répondre, Ikari comprend que les élèves vont devoir se battre entre eux pour obtenir les balles. Neto confirme que c'est bien le cas et explique à tout le monde qu'ils seront tous répartis en 3 groupes. Ils devront s'affronter au sein de leur groupe pour obtenir la balle. Il choisit Omar, Shiki et Jin pour former le premier groupe, puis place Ikari et Juji dans le deuxième groupe, et enfin, les 2 derniers, Rokuro et Kuma, sont dans le 3e groupe. Comme les groupes 2 et 3 n'ont chacun que 2 membres, ils n'auront accès qu'à une seule balle, ce qui signifie que, tandis que le groupe 1 se battra pour 2 balles et pourra potentiellement avoir 2 personnes qualifiées, le groupe 2 n'aura qu'un seul gagnant, et il en sera de même pour le groupe 3. Donc techniquement, au moins 3 des nouveaux élèves vont être expulsés de cette académie. N'ayant plus rien à expliquer, Neto dit à tout le monde de se préparer, quand Shiki l'interrompt en criant qu'il ne veut pas être dans le même groupe que Jin, qu'il traite de cinglé masqué. Neto précise que si l'un des élèves a la moindre objection concernant les règles fixées par le professeur, il est libre de quitter cette académie. Il en va de même pour Shiki, et comme il ne veut pas être expulsé, il n'a pas d'autre choix que de se plier aux règles. Omar, qui est plutôt timide, s'approche à contre-cœur de Shiki et lui dit qu'elle n'est pas très douée pour jouer l'Oni, alors elle fera de son mieux pour ne pas le gêner pendant le jeu de chat. Shiki, quant à lui, n'en revient pas qu'une fille, une vraie fille, se soit approchée d'un loser comme lui. Toute sa vie, les filles l'ont évité parce qu'il a toujours été un vrai délinquant, et comme c'est la première fois qu'il parle à une vraie femme, il tombe immédiatement amoureux, lui promettant de la protéger quoi qu'il arrive. Omar explique à contre-cœur que ce n'est pas ce qu'elle attend de lui. Elle voulait juste faire connaissance avec lui. Elle va ensuite parler à l'autre coéquipier, Jin, mais il ignore complètement son existence, la laissant en larmes. Shiki, comme promis, vient protéger l'honneur d'Omar et maudit Jin pour l'avoir fait pleurer.
Il essaie ensuite de calmer Omar, lui disant que quelqu'un d'aussi mignon qu'elle ne devrait pas gâcher son visage en pleurant, puis se corrige, ajoutant qu'en fait, pleurer la rend encore plus mignonne. Il se corrige alors une nouvelle fois, lui disant qu'elle sera encore plus mignonne si elle sourit et l'encourage, lui murmurant que seuls tous les deux devraient travailler ensemble et réussir le test. Maintenant qu'Omar s'est calmé, Shiki se tourne de nouveau vers Jin pour chercher la bagarre, et Jin, qui n'est absolument pas perturbé, traite Shiki de chercheur d'attention parce qu'il essaie de l'embêter toutes les 5 secondes. Quoi qu'il en soit, Jin dit à Shiki d'abandonner maintenant, pensant que Shiki va se faire renvoyer, mais Shiki affirme qu'il a un objectif. Et dit qu'il obtiendra son diplôme de l'académie pour y parvenir. Jin dit avec moquerie que l'objectif de Shiki doit être aussi insignifiant que son existence, ce qui met Shiki hors de lui. Mais avant qu'il ne puisse se lancer dans d'autres combats inutiles et faire perdre du temps à tout le monde, Neto l'arrête, lui disant, ainsi qu'au reste du groupe 1, d'entrer dans la zone de jeu, en expliquant qu'une fois que le groupe 1 aura terminé le jeu, alors le groupe 2 puis le groupe 3 pourront passer le test à leur tour. Alors que Shiki et Jin entrent rapidement pour trouver l'orbe, Omar reste en arrière, trop hésitante pour faire quoi que ce soit. En courant à travers la forêt, Jin nous donne un indice sur son objectif. Il veut rejoindre une unité afin de rencontrer une certaine personne, et pour atteindre ce but, il est prêt à tout, même à tuer Neto, car cela lui permettrait d'obtenir immédiatement son diplôme de l'académie et de choisir l'unité de l'agence Oni de son choix. Shiki, de son côté, poursuit Jin, voulant lui donner une leçon pour avoir qualifié son objectif de futile. Armé d'un bâton en bois, Shiki menace Jin, lui disant de retirer ses propos ou de se battre contre lui. Jin en a assez de ce loser, alors il enlève son masque un instant, révélant son visage hideusement balafré, et se prépare à se battre. Shiki n'est pas du tout intimidé et dit à Jin de venir s'il ose. Alors Jin fait appel à son sang d'Oni, le transformant en plusieurs forêts fixées à son bras droit avec une précision parfaite. Shiki, qui de son côté a du mal à contrôler son sang d'Oni, commence à se rendre compte qu'il n'aurait pas dû provoquer ce combat. Shiki avoue à Jin qu'il n'est pas encore doué pour être un Oni, mais il précise tout de même qu'il ne reculera pas, lui disant qu'il doit défendre la mort de son père, que Jin a qualifié de futile. Jin, bien sûr, ne le savait pas, et maintenant qu'il a appris que le but de Shiki est de venger son père, il est, pour une raison quelconque, encore plus motivé à lui casser la figure. Shiki se mord les doigts, mais contrairement à la fois où il a affronté Neto, il n'arrive pas à transformer son sang en arme. Il n'a donc pas d'autre choix que de se battre avec le bâton en bois, et comme on pouvait s'y attendre, Jin le domine, le rate de justesse et abat carrément un arbre. De l'autre côté, Omar trébuche, tombe au sol et sombre dans le désespoir, acceptant le fait qu'une faible sans confiance comme elle n'a pas sa place ici. Elle se souvient que Shiki lui a dit qu'il voulait travailler avec elle, mais elle est assez lucide pour savoir qu'elle ne doit pas toujours compter sur les autres. Quoi qu'il en soit, elle continue d'avancer vers le bruit qu'elle a entendu venant du combat entre Shiki et Jin, sans se rendre compte qu'une des boules était juste derrière elle. Revenons à Shiki, alors qu'il essaie désespérément de toucher Jin, ce dernier le malmène, ne prenant pas le combat au sérieux du tout. Shiki perd sa concentration, se demandant comment il va contrôler son sang d'Oni, et il se fait punir pour son inattention en se prenant un violent coup de poing en pleine figure. À peine ouvre-t-il les yeux après que Jin en ait fini avec lui, il se rend compte qu'il ne s'est jamais senti aussi faible. Enfant, il avait toujours été très têtu et plus fort que quiconque voulait se battre contre lui. Il pense que ce sera pareil ici, mais les gens autour de lui sont bien plus forts que lui. Jin ne prend même pas la peine de se retourner pour le regarder, allongé par terre. Il se moque de lui, disant qu'il n'a même pas eu besoin d'utiliser son sang pour finir le combat, donc Shiki est vraiment inutile. Alors qu'il s'éloigne, Shiki lui adresse la parole. Shiki est en colère qu'il ait pu lui faire ça et partir comme si de rien n'était. Shiki lui dit qu'il se vengera, mais Jin en a assez de l'attitude stupide de Shiki. Il lui dit qu'il vaudrait mieux qu'il meure puisqu'il est faible. Il lance une attaque sanglante sur Shiki et à peu près au même moment, Omar, qui les cherche depuis qu'elle est entrée dans la forêt, les retrouve. La jeune fille court innocemment à leur rencontre, sans se douter qu'elle fonce droit sur une attaque en cours. Avant qu'elle ne les atteigne, l'arme envoyée par Jin s'est rapprochée et son visage s'illumine en voyant l'attaque. La scène devient tendue car on craint que cette attaque ne soit la fin pour eux, mais comme Shiki lui a promis de la protéger, il fait tout pour s'assurer qu'elle va bien. Il la serre dans ses bras et après que toute l'attaque soit passée, il la relâche, mais il est blessé et un peu de son sang coule sur son corps à elle. Il va affronter Jin, lui demandant pourquoi il ferait une chose pareille et mettrait tout le monde en danger.
Jin ne regrette pas ce qu'il a fait. Il insiste sur le fait que ce n'est pas de sa faute s'ils sont faibles et que puisqu'ils sont faibles, ils méritent de mourir. Omar voit la blessure sur le corps de Shiki et se sent très mal. Elle baisse la tête et s'excuse de l'avoir blessé, mais il insiste sur le fait que ce n'est pas elle qui l'a blessé. C'est plutôt Jin. Elle continue de s'incliner et de le supplier et ses larmes deviennent sanglantes. De ses larmes sanglantes, un monstre surgit et il a l'air horrible. Un Oni a beaucoup de sang et leur sang peut générer plusieurs choses. Omar sait à quel point ce monstre peut être fou et elle sait qu'elle ne peut pas le contrôler. Elle les supplie de s'enfuir car le monstre va les tuer. Le monstre les attaque et on dirait vraiment que c'est la fin pour eux. Pendant ce temps, Neto observe la scène et le directeur lui parle. Le directeur lui rappelle que cette journée est censée être une journée d'intégration mais qu'il met les enfants en zone de guerre. Il dit au directeur que ce qu'il leur enseigne va bien au-delà d'une simple orientation en classe. C'est plus productif. Le directeur a toujours pensé que Neto n'était pas gentil, mais il sait que Neto a une part de gentillesse en lui. Il parle du fait que les Oni meurent enfants. Certains enfants meurent même simplement parce qu'ils sont liés aux Oni. Certains sont emmenés au laboratoire pour des tests. À ce moment-là, alors qu'ils sont sur le point de mourir, ils se demandent à quoi ils pensent. Cela ne concerne pas Neto. Il pense qu'un Oni qui est faible mérite de mourir. Pendant ce temps, Shiki survit au monstre et se demande si Jin a survécu lui aussi. Jin surgit du bosquet et saute pour continuer à se battre. Shiki va voir Omar et lui demande si elle pourrait contrôler ce monstre, mais Omar ne peut pas. Le monstre utilise son sang et elle en perd beaucoup, donc il doit l'éloigner du monstre. En s'approchant d'elle, il voit que le monstre essaie de protéger Omar. Il se demande ce qui a pu provoquer cela, mais il ne s'arrête pas. Il essaie de l'atteindre, mais le monstre crache du sang et le repousse. Il entend Omar appeler le monstre Serette et il comprend que cela pourrait être un traumatisme. Omar lui dit qu'il devrait s'enfuir, mais il ne peut pas faire ça. Il lui rappelle qu'elle perd du sang et qu'elle risque d'en manquer bientôt. Elle ne se soucie pas d'elle-même ni de sa santé, et mourir ne la dérange pas, mais lui s'inquiète. Elle doit affronter le fait qu'elle tient à peine le coup et lui veut juste l'aider. Savoir qu'il est aussi faible n'est même pas difficile. C'est plutôt pathétique. Il se souvient comment il avait regardé son père mourir et il était trop faible pour faire quoi que ce soit, et même maintenant il est encore trop faible. Il se met à pleurer parce que son sang n'arrive à rien libérer. Jin sort et lui dit de partir s'il veut pleurer. Jin se précipite pour se battre et admet que le coup qu'il a reçu de ce monstre l'affecte encore. Mais s'il s'enfuit à ce moment-là, il mourra, donc il ne peut pas. Il se blesse pour libérer son sang et invoque la libération du sang de l'éclipse. Jin libère deux armes différentes, ce qui choque Neto, qui les observe de loin. Il faut un grand contrôle du sang pour un Oni, surtout un aussi jeune, pour réussir à libérer deux armes. Libérer une arme par le sang pour un Oni demande un travail cérébral intense. Ton cerveau libère quelque chose à travers ton sang, et cela crée quelque chose que tu connais bien. Pour certains, c'est une arme qu'ils aiment. Pour d'autres, c'est un traumatisme qu'ils ont gardé toutes ces années. Quoi qu'il en soit, cela demande de l'intention. Il sait que Shiki ne pourra rien libérer, car ce qu'il avait obtenu lors de leur précédent combat n'était qu'un coup de chance. Jin saute pour affronter le monstre et tente de lui trancher la tête, mais il est choqué lorsque le monstre se protège. Il saute en arrière et le monstre essaie de riposter. Il continue de trancher le sang avec son épée et Shiki prend le temps d'observer ce combat tout en se demandant pourquoi il est trop faible pour même faire apparaître une arme. Il réalise soudainement que tout ce que Jin utilise sert à couper, ce qui signifie qu'il ne peut créer que des armes qui coupent. Il se souvient qu'il avait créé un pistolet plus tôt et se rappelle que, petit, il adorait les armes à feu. Il essaie donc de voir quelle arme il peut obtenir. D'un autre côté, le combat entre le monstre et Jin devient intense, et Neto sait qu'il ne peut plus rester spectateur, alors il se prépare à leur venir en aide. Avant qu'il ne puisse agir, le monstre pousse un cri, et Shiki lui dit de se taire. Leur attention se porte alors sur Shiki, qui a réussi à manipuler son sang pour créer un pistolet. Neto est soulagé de voir que Shiki a enfin pris le contrôle de son sang. Shiki tire avec son arme sur le monstre et lui fait exploser la tête, tandis que Jin le regarde, choqué, et que Shiki lui-même est fier. Il a enfin réussi à maîtriser son arme. Qu'est-ce que cela signifie? Shiki se prépare à combattre avec son arme pendant que Jin observe pour voir comment il va s'en servir. Le monstre en face de lui ne s'attend pas non plus à ce qui va lui arriver dans quelques instants. Shiki active son pistolet avec fierté et tire 3 fois sur le monstre. Le type d'énergie qui s'échappe de ce pistolet n'est pas naturel, même pour un Oni. Elle est si puissante qu'elle a pu vaincre le monstre. Le monstre se disperse et sa tête s'envole.
Neto se demande de quel genre d'énergie il s'agit. C'est une énergie à laquelle même lui ne s'attendait pas. Pour ne rien arranger, il sent du sang tomber du ciel, puis la pluie. Cela signifie simplement que la balle de Shiki n'a pas seulement détruit le monstre, elle a aussi changé la météo. Quelle puissance! Omar est épuisée, elle a perdu beaucoup de sang, alors elle se sent étourdie et s'effondre. Shiki a tellement pitié d'elle qu'il lutte pour aller à son secours. Cependant, lui-même n'est pas si fort. Il tombe à terre mais essaie quand même de ramper, mais c'est impossible. Neto vient à sa rencontre et lui dit qu'il a utilisé beaucoup de sang. En conséquence, il se sent étourdi et sa mémoire est trouble. Shiki sait que Neto a raison, mais il ne veut pas accepter la défaite. Au lieu de cela, il lutte pour se relever et se vante auprès de Neto qu'il a pu se lever malgré tout. Cependant, il retombe aussitôt, cette fois plus violemment. Neto n'éprouve aucune pitié pour lui. Au contraire, il lui dit qu'il ne maîtrise pas son pouvoir et que s'il continue ainsi, il perdra tout son sang et mourra. Eh bien, sa mort ne serait pas une grande perte car il est inutile lui-même. Même Neto ne peut s'empêcher de reconnaître que Shiki est fort. Shiki dit à Neto d'aider Omar parce qu'elle a plus besoin d'aide. Neto le regarde, se demandant comment il peut encore se soucier des autres même dans cet état. Avant qu'il ne puisse aller secourir Omar, Jin arrive et l'attaque par derrière. Il se défend et Jin lui propose un combat. Il rappelle à Jin que 2 de ses collègues sont allongés là, impuissants, mais Jin s'en fiche. Il dit qu'ils n'ont aucune importance de toute façon et que ce n'est pas son problème. Il rappelle à Neto que s'il le tue, il sera diplômé immédiatement, donc Neto est sa cible. Voyant à quel point il est égoïste, Neto active son parapluie et se prépare à se battre. Il fait remarquer qu'il traite ses élèves de la même façon, qu'ils soient faibles ou forts, et qu'il déteste aussi les personnes qui font des discriminations. Jin n'essaie pas d'être comme. Il veut juste tuer Neto, obtenir son diplôme et être affecté au poste qu'il souhaite. Neto connaît sa motivation, mais il insiste sur le fait qu'il n'utilisera pas son sang, comme il l'a promis, mais il ne restera pas calme face à Jin non plus. Jin s'énerve parce que Neto ne le considère pas comme un adversaire de taille, ce qui explique pourquoi Neto n'est pas inquiet. Il se prépare à combattre en libérant son sang sous forme de lame, mais ce qu'il ignore, c'est que le parapluie de Neto n'est pas un parapluie ordinaire. Avant que Jin ne puisse s'approcher de Neto, ce dernier libère du gaz depuis son parapluie. La mèche brouille le visage de Jin. Il suppose que Neto a l'intention de l'attaquer au corps à corps et que, s'il retrouve la vue, il pourra se défendre. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Neto l'a déjà percé à jour. Neto attaque en lui tirant dessus avec des balles en caoutchouc. Il essaie de se cacher et parvient à se dissimuler derrière un arbre. Neto révèle qu'il sait que Jin est blessé à cause du titan qu'il a affronté, alors il vise ses mains blessées. Mais Jin n'a pas à s'inquiéter. Ses balles ne le tueront pas. Jin a aussi quelque chose pour ceux qui connaissent ses attaques à courte portée. Il libère une autre arme, les éclateurs de sang, qui peuvent combattre quelqu'un à distance. Il envoie les éclateurs sur Neto, qui n'imaginait pas que Jin pouvait aussi se battre à longue portée. Comme il est habile, Neto esquive l'attaque avant de lancer une grenade pour affaiblir Jin. Puis il saute sur Jin et lui assène un coup de poing qui le déséquilibre. Il se moque de Jin en disant que si c'était un vrai combat, Jin serait déjà mort. Il sait que Jin est trop faible pour se relever, mais pour en être sûr, il utilise son parapluie pour l'immobiliser davantage, lui demandant de se libérer. Il dit qu'il sait que Jin veut être affecté le plus vite possible pour pouvoir retrouver son père. Jin est choqué que Neto connaisse son histoire, mais n'est-il pas normal qu'un professeur connaisse ses élèves? Neto révèle qu'il sait que le père de Jin est un Momotaro, ce qui choque Shiki. La différence entre les pères de Shiki et de Jin, bien qu'ils soient tous deux des Momotaro, c'est que le père de Shiki l'aimait quand il était enfant et s'occupait de lui. En revanche, le père de Jin était tout le contraire. Il ne l'a pas bien traité, il a tué toute sa famille et l'a détruit. Jin a à peine survécu, mangeant les déchets qu'il trouvait. Son corps est couvert de cicatrices infligées par son propre père. Ces cicatrices témoignent de sa détermination, de son engagement envers une seule chose dans la vie, tuer son père. À cause de cette détermination, rien d'autre ne peut le tuer. En fait, il refuse de mourir autrement. Il lutte pour sortir de l'emprise sous laquelle Neto l'a maintenu et il finit par s'en libérer. Cependant, avant qu'il ne puisse attaquer Neto, c'est Neto qui l'attaque et le remet à terre. Avant de le laisser, Neto lui dit que mourir pour atteindre son objectif ne vaut rien. S'il y a quelque chose qui peut donner de la valeur à tout ça, c'est de vivre pour son objectif. Si Jin continue ainsi, avec l'intention de mourir pour atteindre son but, il ne vivra pas jusqu'au lendemain.
Neto n'a aucune pitié pour Jin à cause de ses histoires tristes. Au lieu de ça, il attache Jin à un arbre et appelle l'infirmerie de l'école. Il leur dit que Omar s'est évanoui pendant qu'il attachait Jin, donc il devrait venir les chercher. Les autres élèves sont dehors, devant le portail, essayant de savoir comment la journée va se terminer. Pendant ce temps, Neto regarde Shiki, et Shiki peine à se relever, affirmant qu'il est encore assez fort pour continuer et qu'il peut trouver la balle, qui est leur objectif. Neto lui rappelle qu'il a environ 5 minutes pour récupérer la balle. Pour aggraver les choses, il révèle qu'il a une des balles en main, car il l'a trouvée en venant ici. Il donne 2 options à Shiki. Soit il le combat et lui prend la balle, soit il cherche la dernière balle autour de lui. Peu importe ce qu'il choisit, il a 5 minutes pour décider de son avenir à l'école. Shiki se met immédiatement à courir et Neto suppose que Shiki veut trouver l'autre balle, alors il s'élance à sa poursuite. Après le départ de Neto, Shiki sort de la forêt et va retrouver Jin. Il demande à Jin de l'aider parce qu'il sait que, quoi qu'il fasse, il ne peut pas battre Neto tout seul. En échange, il détachera Jin, l'aidant ainsi lui aussi. Jin préférerait mourir plutôt que d'accepter l'aide de quelqu'un comme Shiki, alors il refuse la proposition. Il affirme qu'il préfère rester là plutôt que d'avoir une dette envers quelqu'un. Cependant, Shiki essaie de lui dire qu'il le comprend. Pour lui, s'allier avec un ennemi n'est pas si difficile si c'est ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Il révèle que leurs objectifs sont similaires et dit à Jin que son père est aussi un Momotaro. Cependant, il accepte que Jin refuse de l'aider. En effet, Jin refuse. Neto se précipite dans la forêt mais ne trouve pas Shiki. Il suppose que Shiki est déjà rentré. De son côté, Shiki court dans la forêt en insultant Jin. Il tombe sur Neto dans la forêt. Avant qu'il ne puisse se battre, Jin saute derrière Neto et l'attaque. Neto se rend compte que les garçons se sont alliés contre lui. Plus tôt, Jin avait refusé de servir de diversion pour que Shiki puisse attaquer Neto par derrière. En revanche, il accepte d'être celui qui attaque par derrière et Shiki se résigne à faire ce qu'il veut. Ils surprennent tous les deux Neto et utilisent la corde que Neto avait utilisée pour attacher Jin afin d'attacher Neto. Ils commencent à essayer de traîner Neto au loin, mais Neto sait qu'ils essaient de jouer à un jeu d'endurance et il est plus fort qu'eux, donc ils ne font pas le poids. Il ne sait pas qu'il prévoit de lui tendre une embuscade. Jin lance ses éclaboussures de sang sur Neto, ce qui le prend au dépourvu. Après qu'il ait été tiré, Shiki se précipite vers lui pour récupérer le ballon. Au moment où Shiki le percute, le ballon tombe juste là où se trouve Jin. Neto se demande ce qu'ils vont faire tous les deux. Si l'un d'eux prend le ballon, l'autre va se battre pour le lui arracher. Ils ont tous les deux moins de 3 minutes pour foncer vers la ligne d'arrivée. Sans réfléchir plus que ça, Shiki crie à Jin et lui dit d'aller chercher le ballon pour qu'il puisse gagner. Au moment où Jin attrape le ballon et commence à courir, Neto se demande si ce que Shiki vient de dire relève de la stupidité ou de la gentillesse. Il rappelle à Shiki que celui qui prend le ballon gagne et que l'autre est expulsé, selon la règle du jeu. C'est à ce moment-là que Shiki réalise qu'il vient de donner à Jin l'opportunité de gagner et qu'il va perdre. Il hurle et se roule par terre parce qu'il va perdre. Cela donne à Neto l'occasion de mieux le connaître. Ce n'est pas quelqu'un qui anticipe les choses. Il vit dans l'instant et prend des décisions sur le moment. Alors que Jin court, il se rappelle l'accord qu'il avait passé avec Shiki avant qu'il ne fasse équipe. Il avait dit à Shiki qu'il l'aiderait à gagner, ce qui signifie que s'il prend ce ballon, il vole la victoire de Shiki. En conséquence, il court en arrière pour rendre le ballon à Shiki. Alors que Shiki se lamente, il voit Jin revenir en courant et il se demande si Jin est lui aussi un idiot. Jin crie qu'il ne veut pas devoir une faveur à quelqu'un, alors il rend le ballon même si cela signifie qu'il sera expulsé. Soudain, un chiot s'approche d'eux. Shiki s'approche pour voir ce que c'est et Neto lui dit que ça s'appelle un muquin. Les muquins sont des oiseaux de livraison qui effectuent des livraisons d'urgence et secrètes pour les ONI, et le fait qu'un muquin soit là signifie qu'il se passe quelque chose. Neto va ouvrir le sac et découvre une lettre de l'agence de Kyoto qui annonce qu'ils ont été attaqués par Momotaro et qu'ils ont besoin d'aide. L'exercice pratique se termine officiellement et ils se dirigent tous vers la porte. Heureusement pour les deux garçons, les autres élèves à la porte les voient et supposent que c'est Omar qui a perdu le jeu. Cependant, Neto leur apprend qu'Omar n'a pas pu contrôler son sang et qu'elle a été emmenée à l'infirmerie.
Il leur annonce que l'exercice pratique est terminé et qu'ils vont tous à Kyoto pour prêter main forte. Shiki s'entraîne à empêcher ses cornes de sortir et les autres élèves se demandent s'ils prennent un navire à ciel ouvert vers une ville attaquée. Ils ont peur de se faire tuer, mais Neto leur explique qu'ils ne vont pas combattre, ils sont seulement là pour apporter du soutien. Il explique que dans chaque ville, il existe une agence ONI. L'agence compte 2 équipes. La première équipe est celle qui mène la guerre, tandis que l'autre apporte du soutien. Étant donné que les ONI perdent facilement du sang et ne peuvent pas aller à l'hôpital, l'équipe de soutien aide à prendre soin des victimes pour s'assurer qu'elles vont bien. Dans l'ensemble, chaque équipe est essentielle à la réussite de l'agence. Apprendre qu'ils sont seulement là pour apporter du soutien décourage Shiki. Il se demande ce qu'il fera si le Momotaro qui a tué son père se trouve aussi là-bas. Neto devine ce qu'il pense et l'informe que le Momotaro qu'il recherche ne sera pas là. C'est parce que les Momotaro ont aussi des agences. Il se demande quel genre de Momotaro sera présent et Neto leur annonce, à leur grande surprise, que c'est un fou. Peu après, Neto amène ses élèves débutants devant un restaurant local à Kyoto, mais il s'agit en réalité d'une couverture. C'est en fait l'une des bases secrètes de l'agence ONI. La vieille propriétaire du restaurant sort, souhaite la bienvenue à tout le monde, puis les conduit dans une pièce à l'intérieur qui mène à un escalier secret débouchant sur un tunnel souterrain. Pendant ce temps, 2 cadres de l'agence Momotaro se trouvent ailleurs et révèlent qu'ils ont déjà décapité un groupe d'ONI. L'un des cadres est Tsubakiri Momomiya, le capitaine de l'agence Momotaro, et son associé est Yomoji Momokusa, le vice-capitaine. Yomoji pense que Tsubakiri en a encore trop fait, comme d'habitude, et qu'il a mis un vrai bazar dans toute la zone. Tsubakiri se fiche complètement de devoir nettoyer derrière lui. Il veut exterminer encore plus de nuisibles et exprime son souhait de tomber enfin sur une ONI femelle afin de pouvoir l'utiliser à des fins de recherche. Yomoji fait remarquer à quel point les expériences de Tsubakiri peuvent être dégoûtantes et révèle l'une des créations d'abominables de Tsubakiri, une créature qui est un mélange de chien, de singe et d'oiseau. Tsubakiri traite Yomoji de méchant, affirmant que ces créations, qu'il appelle des armes biologiques anti-ONI, sont d'excellents animaux de compagnie, car ils sont loyaux et ne mangent que des ONI. Yomoji continue de discuter, disant à Tsubakiri qu'il devrait mettre plus d'efforts dans son travail au lieu de se concentrer uniquement sur ses expériences sur les ONI. Tsubakiri explique que la seule raison pour laquelle il étudie le sang des ONI, c'est parce qu'il veut le contrôler et que son plus grand objectif est de trouver un moyen de transformer la capacité de guérison des ONI en médicaments. Yomoji ne s'arrête toujours pas parce que c'est une femme, et alors qu'ils continuent de se disputer, la caméra se déplace lentement vers la gauche, nous montrant, spectateurs, qu'il y a un jeune Oni caché au coin, terrifié après avoir entendu ce que Tsubakiri a dit. Malheureusement pour lui, Tsubakiri et Yomoji sont tous les deux conscients qu'ils se cachent là, et une fois qu'ils ont fini de bavarder, Yomoji le tabasse, en appelant l'enfant ça, ce qui est vraiment irrespectueux. Pendant que Yomoji frappe le pauvre enfant, une goutte de sang éclabousse le manteau de Tsubakiri, ce qui le met tellement en colère qu'il décide de torturer l'enfant lui-même. Utilisant ses pouvoirs de Momotaro, Tsubakiri soulève tous les cadavres d'Oni dans les airs et demande à l'enfant de montrer à quel membre arraché appartiennent sa maman et son papa. L'enfant est incapable de parler et terrifié par le monstre devant lui, ce qui est assez ironique puisque c'est censé être l'enfant, le monstre ici. Comme l'enfant ne répond pas, Tsubakiri empile tous les cadavres et écrase l'enfant à l'intérieur du tas, une scène inhumaine. Yomoji nous explique brièvement les capacités de Tsubakiri. Vous voyez, les capacités des Momotaro leur permettent de se battre en utilisant les bactéries noires spéciales dans leur corps, certaines servant à créer des armes et d'autres à lancer des spores. Mais dans le cas de Tsubakiri, il contrôle le mouvement des cadavres d'Oni grâce aux bactéries noires, une technique qui donne des frissons à Yomoji. Bref, le travail terminé, il est temps de nettoyer ce bazar, alors Tsubakiri dit à son animal de compagnie, Agli, d'aller manger la boulette d'Oni. De l'autre côté, Shiki et les autres élèves, accompagnés du professeur Neto, traversent le tunnel souterrain qui les mène à la base principale de l'agence des Oni à Kyoto. En entrant, Shiki ne peut s'empêcher de se demander à quel point cette base souterraine est immense. Ils entendent du grabuge dans la pièce devant eux, et de l'intérieur sort un homme nommé Kyoka, qui semble être pote avec Neto, même si ça ressemble plutôt à une amitié à sens unique. Après avoir salué Neto, Kyoka remarque qu'il y a une jolie étudiante qui est venue avec Neto,
Alors il commence à se recoiffer avant de demander à la jeune fille ses coordonnées. Ce dragueur est le commandant de l'unité de soutien de la base de Kyoto de l'agence des Oni et il se présente fièrement aux élèves de Neto comme étant l'ancien, enfin, un camarade de classe de Neto. Neto ne veut pas perdre plus de son précieux temps avec ce type, alors il décide d'aller directement sur le front. Shiki veut l'accompagner, mais Neto part seul, confiant à Kyoka la responsabilité de s'occuper de tous les élèves de l'académie Rasetsu. Kyoka les fait entrer et une infirmière les aide d'abord à se changer. Elle les conduit ensuite dans la salle principale où de nombreux Oni blessés reçoivent des soins de sa part et de Kyoka, qui est la médecin principale. Shiki remarque qu'un des patients a subi de graves blessures, avec 3 membres en moins, et l'infirmière précise que si ce patient était sur le champ de bataille, il serait mort en moins de 3 minutes. Cependant, Kyoka est convaincue qu'elle pourra aider ce patient et apporte des tonnes de sang d'Oni pour commencer à l'opérer. Le capitaine et le vice-capitaine de l'agence Momotaro sont toujours en chasse d'Oni, et cette fois, ils affrontent un groupe de sbires Oni de bas niveau, ce qui déçoit un peu Tsubakiri, car il s'attendait à mieux. Heureusement pour lui, Neto arrive et ne prend même pas la peine d'échanger des banalités. À l'endroit au but, Neto active sa libération de l'éclipse sanglante, transformant son sang en plusieurs archers volants qui tirent des flèches sur Tsubakiri. Tsubakiri, en réponse, utilise des cadavres d'Oni pour se défendre avant de révéler que lui et Neto se connaissent depuis longtemps. Aussi tordu que jamais, il commente à quel point les cadavres d'Oni font d'excellents boucliers. Il demande alors à Neto s'il sait qu'il existe un endroit où tous les Oni de Kyoto se rassemblent en ce moment. Il prévoit de se rendre à cet endroit et d'exterminer tous les Oni, convaincu que de cette façon, le problème des Oni à Kyoto prendra définitivement fin. Neto affirme ne rien savoir d'un tel endroit, mais promet à Tsubakiri qu'il va l'envoyer dans un lieu où l'on pense que les Oni se rassemblent, et c'est l'enfer. Kyoka, de son côté, s'injecte toutes les poches de sang dans le bras, ce qui déroute Shiki car il pensait que ces poches de sang serviraient à soigner les patients. Son impatience agace l'infirmière, qui lui dit donc de rester tranquille pour le reste de la séance. Kyoka demande au patient souffrant quel membre il voudrait régénérer, et le patient, peinant à bouger la bouche, lui dit tout de même désespérément de réparer son bras, car il aimerait pouvoir tenir ses enfants à nouveau. Kyoka fait donc boire son sang au patient, car il a le pouvoir de multiplier la guérison des Oni plusieurs fois. Le processus est atrocement douloureux, alors les étudiants maintiennent le patient pour l'empêcher de bouger. Shiki remarque que toutes les poches de sang ont déjà été vidées, alors l'infirmière demande aux autres d'aller chercher plus de sang. Au bout d'un moment, les cellules du bras du patient commencent à se régénérer, et c'est un spectacle à la fois répugnant et miraculeux. Une fois le bras revenu, la poitrine blessée du patient guérit à son tour, et Shiki est impressionné. Il demande avec enthousiasme à Kyoka si les jambes du patient vont aussi guérir, et Kyoka répond que oui, mais qu'il faut y aller doucement. Sinon, le corps du patient développera des anticorps pour détruire le sang de Kyoka. Quoi qu'il en soit, Kyoka annonce au patient une mauvaise nouvelle, il ne pourra plus faire partie de l'unité de combat, il devra donc désormais servir dans l'unité de soutien. Kyoka plaisante en disant qu'il va donner au patient une paire de jambes prothétiques pour qu'il puisse marcher et peut-être courir à nouveau avec ses enfants, en attendant que ses jambes guérissent. Et le patient, sachant que Kyoka dit tout cela pour lui remonter le moral, pleure en remerciant le médecin de lui avoir sauvé la vie. Kyoka se lève et se tourne vers les étudiants, leur disant d'affronter la réalité. Des situations comme celle-ci se produisent à chaque guerre, et il arrivera un moment où l'un d'entre eux devra peut-être devenir patient à son tour. Kyoka comprend pourquoi les gens veulent se battre en première ligne. Il veut le faire aussi, mais comme son sang d'Oni ne sert qu'à guérir, il doit utiliser ses pouvoirs en étant dans l'unité de soutien. Quoi qu'il en soit, Kyoka dit aux étudiants de toujours se rappeler que les Oni ne peuvent combattre sans peur en première ligne que parce qu'ils ont l'unité de soutien derrière eux. Tous les étudiants sont motivés à donner le meilleur d'eux-mêmes, et Shiki, en particulier, devient très ému et promet de ne jamais décevoir Kyoka. D'ailleurs, Kyoka demande à Shiki de s'occuper de quelque chose et lui confie la tâche de veiller sur une Oni nommée Mei, qui est assise seule dans la salle du jardin de cette base. Kiyoka explique que Mei a été attaquée par les Momotaro la veille et qu'elle a été amenée ici pour être soignée. Comme il est possible que les parents de Mei ne soient plus en vie, Kiyoka demande à Shiki d'apporter un peu de soutien émotionnel à la pauvre fille, car il sait que Shiki est l'un des rares élèves à être gentil. Shiki comprend et s'approche de la fillette, lui demandant si elle trouve ça incroyable qu'il y ait un étang au milieu de cette base souterraine. La fillette ne répond pas,
Mais Shiki continue, lui demandant si les parents de Mei sont fans de Ghibli, puisqu'ils l'ont nommé d'après un célèbre personnage de Ghibli. Mei ne répond toujours pas, alors Shiki lui demande si elle aimerait aller à Iriudadora avec lui. Cette fois, elle parle et demande à Shiki ce qu'est Iriudadora, expliquant qu'elle n'a pas beaucoup de connaissances de base, car elle n'est pas allée à l'école. Shiki se demande pourquoi. Mais avant qu'il ne puisse continuer à lui parler, il entend du grabuge et découvre que l'unité de soutien a trouvé de nombreux cadavres d'Oni éparpillés dans Kyoto et les a amenés ici. Lorsque Mei arrive, elle est horrifiée en découvrant que ses deux parents sont morts et que leurs corps ont également été amenés ici. Pendant ce temps, Tsubakiri mentionne à Neto qu'il a laissé un cadeau pour les Oni sur le lieu de son précédent combat, révélant qu'il a délibérément laissé quelques cadavres d'Oni là-bas au lieu de les donner à manger à son animal de compagnie et qu'il les a imprégnés de ces bactéries noires. Soupçonnant que l'unité de soutien de l'agence Oni ramènerait les cadavres à leur base sans se douter de rien, Tsubakiri ne peut plus contenir son excitation car il meurt d'envie de contrôler ses corps depuis ici et de semer le chaos à la base des Oni. Juste pour vérifier si les cadavres sont bien arrivés à la base, il en prend le contrôle d'un et il s'agit du père de Mei. Elle est submergée de joie, pensant que son père est revenu à la vie, pour être aussitôt horrifiée lorsqu'il commence à l'étrangler. Kiyoka, comprenant que Tsubakiri est derrière tout ça, dit à Shiki de fermer rapidement les yeux de Mei, puis il plante un couteau dans le cerveau du cadavre possédé pour désactiver le pouvoir de Tsubakiri. Shiki ne sait pas qui est Tsubakiri, mais il jure de lui faire payer d'avoir traumatisé cette fille innocente. Sous l'influence de Tsubakiri, les cadavres d'Oni commencent à attaquer les membres de l'unité de soutien et n'épargnent même pas les Oni déjà blessés qui ont échappé au combat. Kiyoka a du mal à prendre les commandes dans ce chaos, car il est lui-même attaqué par une douzaine de cadavres d'Oni. Shiki, quant à lui, est en train de se faire étrangler par la pauvre mère de Mei, et Mei ne peut rien faire d'autre que supplier, les larmes aux yeux, en demandant à sa mère d'arrêter. La pauvre fille vient déjà de voir son père mourir il y a quelques secondes, donc Shiki ne peut clairement pas se résoudre à poignarder sa mère devant ses yeux une fois de plus. Comme Shiki ne maîtrise toujours pas bien ses pouvoirs d'Oni, Neto lui avait donné un pistolet lorsqu'il était sur le bateau en route vers cette ville. Les balles du pistolet sont imprégnées du sang de Shiki, ce qui les rend plus dangereuses que des balles ordinaires, et Shiki se demande s'il doit utiliser l'arme pour se libérer de l'emprise de la mère de Mei. Sa propre vie étant en jeu, il choisit l'option difficile, serre Mei contre lui pour l'empêcher de voir ce qui va se passer, puis tire une balle dans la tête de sa mère zombie. Shiki tire ensuite sur les Oni qui entouraient Kiyoka et le libère de leur emprise. Comme Kiyoka n'est pas en état de se battre, il confie à Shiki la responsabilité de gérer ce chaos pendant qu'il s'empresse d'emmener les patients en lieu sûr. Pendant ce temps, les autres élèves combattent aussi les Oni zombies. Mais comme ils ne maîtrisent pas vraiment le contrôle de leur sang, ils n'ont d'autre choix que d'utiliser leurs poings humains ordinaires. Après quelques minutes de combat, ils parviennent à mettre à terre plusieurs Oni zombies, mais ceux-ci se relèvent sans cesse. Shiki arrive et informe tout le monde que ces cadavres d'Oni sont contrôlés par un Momotaro et qu'ils ne peuvent être libérés qu'en détruisant leur cerveau. Jin prend les devants et utilise sa technique Eclipse de sang pour abattre les Oni qui s'approchent de lui. Shiki, quant à lui, est en mode Call of Duty. Cela lui fait mal d'agir ainsi, car il sait que ces personnes ont des amis et des familles qui tiennent à elle. Mais malgré tout, pour le bien commun, il continue de leur tirer dessus. Pendant ce temps, Kiyoka s'occupe de tout remettre en ordre et ordonne à tous ses subordonnés de mettre les patients en sécurité. Shiki est presque au bord des larmes. Son ennemi, c'est le Momotaro, alors pourquoi doit-il tuer les siens contre sa propre volonté ? Cette question le perturbe profondément et Tsubakiri, qui imagine exactement la même scène se dérouler à la base de l'agence Oni, ne peut s'empêcher de rire devant ce spectacle. Neto sait qu'il doit agir rapidement avant que la situation ne dégénère davantage, alors il dégaine son arme, l'épée parapluie. Mais alors qu'il fonce sur Tsubakiri, ce type arrogant ne bouge même pas et utilise simplement les cadavres d'Oni comme bouclier, lançant une remarque tordue comme quoi Neto vient de faire une brochette d'Oni. Neto ne se rend même pas compte que le monstre de compagnie de Tsubakiri, Agli, s'est faufilé derrière lui. Mais au moment où la bête s'apprête à le frapper, il esquive, et c'est la brochette d'Oni qui encaisse le coup. Neto est visiblement attristé de voir ses camarades être ainsi malmenés et méprisés, même après leur mort. Et Tsubakiri, remarquant cela, dit à Neto sur un ton moqueur qu'il devrait être content que ses asticots soient exterminés. La patience de Neto a atteint ses limites, alors il décide de se donner à fond,
en disant aux autres Oni derrière lui de s'enfuir, car il ne ferait que le gêner. Cependant, Tsubakiri n'a pas l'intention de laisser qui que ce soit partir, alors il force Yomoji à utiliser ses pouvoirs liés à ses melons pour créer une barrière autour de Neto et des autres Oni. Neto exige une explication sur cette sphère noire qui les a enfermés, et Tsubakiri, sûr que Neto ne pourra pas s'échapper, explique qu'il s'agit du pouvoir spécial de Yomoji et qu'à moins qu'elle ne le décide, ils ne pourront pas sortir. Et cela signifie que Tsubakiri peut tranquillement se rendre à la planque de l'agence des Oni et tuer les autres là-bas avant de s'occuper de Neto ici. Enfin, s'il reste en vie. Neto reste silencieux, espérant que Tsubakiri ne connaît pas l'emplacement de la planque. Mais Tsubakiri révèle qu'il avait placé des émetteurs sur chaque cadavre qu'il a laissé derrière lui et que tous ces émetteurs pointent désormais vers un seul endroit, juste sous le bâtiment Yeri-Udadora à Kyoto. Tsubakiri n'a plus rien à faire ici, alors il s'éloigne en riant de façon maniaque, laissant son animal de compagnie, Agli, s'occuper de Neto. Yomoji donne à Agli la permission d'entrer dans la sphère noire, et celui-ci s'y engouffre avec joie pour aller chercher son déjeuner. Elle accompagne alors Tsubakiri, et lui, comme toujours, explique en détail ce qu'il s'apprête à faire. D'après lui, cet animal de compagnie hideux est une bête de type produite en série, ce qui signifie qu'il en a beaucoup d'autres à sa disposition, donc il peut s'en débarrasser quand il veut. Il décide de l'utiliser comme une bombe pour tuer tous les Oni à l'intérieur en même temps que lui. D'un simple claquement de doigts, le ventre de la bête commence à enfler, avant même que Neto ne puisse réagir, la bête explose, détruisant tout le monde dans la sphère. Tsubakiri se retourne et paraît un peu déçu, car il espérait que l'explosion serait plus impressionnante. Quoi qu'il en soit, il s'éloigne, convaincu que l'explosion a éliminé tous les asticots, y compris leur chef, Neto. De leur côté, Shiki et ses coéquipiers font de leur mieux pour tuer tous les Oni qui se régénèrent. Au moment où ils abattent le dernier, ils sont tous épuisés par l'énergie que cela leur a coûté. Ils se regardent et poussent un soupir de soulagement que tout soit enfin terminé. Kiyoka les informe qu'il a mis tous les Oni blessés en sécurité et les remercie pour tout ce qu'ils ont fait, admettant que sans eux, la situation aurait empiré. Il regarde Mei, qui fixe les cadavres de ses parents. Pris de pitié pour la jeune fille, ils s'avancent tous pour la rejoindre. Kiyoka essaie de compatir avec elle, tandis que Shiki se sent encore plus mal car c'est lui qui a tiré sur ses parents. Il s'excuse auprès d'elle de lui avoir fait assister à une scène aussi misérable, se rappelant ce qu'il a ressenti en tirant sur eux. Elle les regarde, rassurée, et leur dit qu'ils n'ont pas à se sentir coupables. Elle avoue qu'elle a vécu toute sa vie dans la peur, se cachant d'un endroit à l'autre, et qu'elle n'a même pas pu aller à l'école. Elle savait que ce jour viendrait, mais elle ne savait juste pas quand, alors ils n'ont pas à se sentir coupables. Elle les rassure, affirmant qu'ils ne devraient pas s'inquiéter pour elle. Ces mots rendent Shiki encore plus inquiet. Cette jeune fille venait de perdre ses parents, et au lieu de pleurer, c'est elle qui les rassure. Il se rend compte à quel point le monde est devenu un repère de terroristes. Il n'arrive pas à imaginer qu'une fille puisse être aussi mature à un si jeune âge. Quand il avait son âge, tout ce qu'il faisait, c'était regarder des super-héros et rêver d'en devenir un. Il se souvient du regard que son père posait sur lui enfant et comment il lui montrait le signe du super-héros. Il pense que les Momotaro sont censés être des super-héros qui protègent le monde et offrent aux autres un endroit sur où vivre, mais il n'aurait jamais imaginé qu'il était en réalité les méchants. Si ceux qui sont censés rendre le monde meilleur sont ceux qui le détruisent, alors il leur rendra service en devenant lui-même un méchant. Il fait une promesse à Mei en la serrant dans ses bras et lui dit qu'il fera en sorte de créer un monde où elle pourra à nouveau sourire en toute sécurité. Peut-il tenir cette promesse et la rendre réelle ? Il la serre contre sa poitrine tandis que les autres Oni les regardent avec tristesse, pensant à leur réalité et à quel point leurs vies ne sont que de l'exploitation aux yeux des Momotaro. Après cette période de tristesse, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller de l'avant. Kyoka appelle Jin et lui dit qu'ils doivent déplacer les restes de leurs amis tombés au combat et leur offrir une sépulture digne. Il propose d'emmener Jin au terrain de crémation et fait remarquer que ce terrain se trouve sur le chemin du repère, même s'il est sûr qu'ils ne l'ont pas remarqué en arrivant. Il ajoute en plaisantant que, sans ce qui s'est passé, il ne leur aurait jamais montré cet endroit. Tout ce que dit Kyoka tombe dans l'oreille d'un sourd pour Jin, qui est encore plongé dans ses pensées à propos de ce qu'il vient de voir. Pendant ce temps, Shiki et les autres essaient de porter les corps, mais ils sont trop lourds pour Shiki, et il remarque qu'un de ses collègues reste debout sans rien faire.
Il accuse le garçon d'être paresseux, mais celui-ci lui répond qu'il est plongé dans ses pensées à propos de quelque chose. Il doit être le seul à garder la tête froide parmi eux. Il explique que le fait que ces cadavres aient pu se retourner contre eux et qu'ils aient été attaqués signifie qu'il y a une probabilité que leur planque ait été compromise et que les Momotaro soient dans les parages. Quel garçon intelligent! Il révèle que son pouvoir sert principalement à l'exploration et qu'il peut utiliser son sang pour vérifier s'il y a un danger aux alentours. Il libère son éclipse sanglante et inspecte la zone. Il explique qu'il peut détecter les menaces dans un rayon de 5 km et même confirmer s'il s'agit de Momotaro ou d'Oni. Quel pouvoir impressionnant! Il l'utilise et repère soudainement Tsubakiri et Yomoji à proximité. La scène se déplace à l'entrée de Mizumoto, la planque des Oni. Tsubakiri a trouvé leur repère et a tué le garde. Il appelle avec excitation le siège de leur agence, leur demandant d'envoyer les chiens qu'il a créés grâce à ses expériences à cet endroit. Quand on lui demande ce qu'il fait, il plaisante en disant que c'est une exploration d'Oni et que, pour procéder à une extermination massive des Oni, il a besoin des chiens. Il demande même qu'on lui envoie un chien en particulier qu'il a gardé pour une occasion spéciale. Avant de raccrocher, il se souvient que lors de leur dernière réunion des Momotaro, il avait parlé d'un Oni spécial, alors il demande aussi le dossier sur cet Oni. Yomoji regarde l'escalier sombre qui mène à la planque et suppose qu'il doit être profond, avec plusieurs Oni à l'intérieur. Elle demande à Tsubakiri si elle doit envoyer du poison avant qu'il n'entre, pour en tuer quelques-uns. Bien qu'il aime l'idée, il s'arrête soudainement et laisse échapper un rire mauvais. Il refuse sa proposition, disant qu'il va entrer lui-même, demander à tous les Oni leur nom avant de les tuer. Quand Yomoji lui demande pourquoi, il révèle qu'il cherche un Oni nommé Shiki, un Oni spécial qu'il ne veut pas tuer. Au lieu de cela, il veut le capturer vivant et faire des expériences sur lui pour en apprendre plus sur son pouvoir particulier. Il descend les escaliers avec excitation pour explorer. La situation s'annonce difficile pour Shiki, surtout parce qu'il n'a pas encore maîtrisé ses pouvoirs. Qu'est-ce que cela signifie pour ce pauvre garçon ?